Bonjour à tous, et d'abord des excuses, je me faisais vraiment une joie de ce rendez-vous, c'est pas souvent, même plus que rare, qu'en tant qu'auteur et saltimbanque on dialogue avec l'éducation nationale que vous êtes. J'ai vu voir ce mouvement de grève un petit peu terrorisé, et ce matin c'était le cas, il me fallait le train de 6h19, il a ripé, revenir. Merci beaucoup à l'organisation d'Ecritech d'avoir accepté qu'on ait quand même un succès d'année de cet échange. Mon intervention était prête dans la tête, ça mature, ça fiche la trouille, bien sûr. Il y a 5 points, peut-être ça va être ça l'exercice, prendre ces 5 points un par un, mais en minutant au maximum. Et puis tant mieux si on peut compléter d'un petit échange en direct. Vive le numérique! Le premier de ces points, pour moi, ce serait ce que René Char nomme dans ses plus beaux livres, le retour à Mont. L'obligation qu'on a, même dans l'obscurité ou dans l'imprédictible du présent, dans le présent exploré à main nue et dans un contexte évidemment de responsabilité et transmission, d'être capable à tout moment de faire cette distance arrière. Cette distance arrière, on a quand même une énorme chance, c'est que contrairement aux mutations politiques, esthétiques, sociales, le nombre de mutations de l'écrit est un nombre fini et dénombrable. Et même ça, on arrive à le réviser. Par exemple, en ce moment, on savait que par exemple, c'était fascinant de scruter pourquoi certaines civilisations avaient passé à l'écrit et que d'autres en même temps le refusaient, les Celtes notamment. Aujourd'hui, par exemple, s'interroger sur en quoi la parole même n'a pas forcément concerné toutes les civilisations et que par exemple la civilisation aborigène a pu prendre un chemin vers plus iconique. Donc même cette question-là, dans ces mutations, l'oralité, le statut de l'oralité aujourd'hui, pour moi c'est là où ça se joue. Chaque point précis qu'on affronte en ce moment, il est une toute petite parcelle microscopique, et le web nous apprend aussi à changer de mode de pensée, c'est-à-dire décomposer comme ça ces ensembles d'éléments simples et accepter la frustration que sur chaque élément simple on n'ait qu'un tout petit truc pragmatique comme ça à saisir. Nombre de mutations finies, dénombrables, vous savez, c'est l'évolution interne de la tablette d'argile qui est elle-même comme une espèce de truc fractal, invente plein de trucs, que l'idée de la reproductibilité n'est pas associée au texte, l'idée du réemploi par la tablette qu'on rebalance dans un seau de flotte, l'idée du passage de l'écriture iconique à l'écriture syllabique avec, vous savez, toutes ces histoires qui sont merveilleuses en soi, c'est-à-dire l'expo Botero de 1972 et Italo Calvino qui, en faisant le compte-rendu pour la Repubblica de cette expo sur l'écriture mésopotamienne, dit le premier que le passage au binaire du style, de petit triangle qui fait, si on est vertical ça fait un triangle, si on est en oblique ça fait un trait, augmente la vitesse, et que c'est l'accroissement de la vitesse du geste d'écriture qui induit le passage à l'écriture syllabique. Mais bon, j'ai pas d'exemple. Le deuxième, c'est le passage, évidemment, vous savez, au rouleau, mais toutes les questions induites. Comment les Romains qui lisaient horizontalement gardaient les franges achetées pas chères, irrégulières, pour la correspondance privée qui s'écrit verticalement. Comment les textes de loi aussi s'écrivent verticalement, parce que comme ça, il n'y a pas de triche possible dans la duplication ou l'insertion d'un faux bout de machin, l'invention des métadonnées. Vous savez, on met ça on empile ça, on les a à Pompéi, ces rouleaux magnifiques, et puis on met un bouchon ouvragé, et sur le bouchon vient le nom de l'auteur, et puis Lucrèce de Natura Rerum, livre temps, et s'invente le mot livre. Bon, le passage au codex avec Martial, vous savez, qui dit troisième de ces mutations. Est-ce
qu'on a assez fait le boulot de la regarder de près. Non, c'est pas Gutenberg. Fini le cliché, mais ça, bon, c'est bon maintenant, ça commence à s'éloigner à l'horizon. Mais dans ce qu'induit Aldo Mannuccio, le fait, par exemple, d'utiliser un italique de corps 11, la miniaturisation, la question de la taille et la question de l'anthropomorphie, livre qu'on emporte avec soi. Et puis, la possibilité technique de le multiplier à 1000, tandis que la recopie manuelle ne permet pas une échelle pareille. Et l'italique, parce que dans le saut mental de l'époque, où on dit, mais comment la reproduction mécanique atteint la sensibilité même du texte, faire que ce soit interdit de démontrer, qu'on ne puisse pas visualiser la différence entre un livre imprimé et un livre copié à la main. Passons, il y a d'autres mutations comme ça qui se greffent, l'irruption de la presse et du feuilleton. Prenez le livre de Lucien Febvre, vous savez, son magnifique histoire du livre. Oui, il y a longtemps qu'on le sait. Mais par contre, ce qu'on n'a jamais été obligé de regarder jusqu'ici, c'est l'histoire des transitions, l'histoire des moments où se superposent deux systèmes. Eh bien, dans ces petits moments de superposition se joue quoi ? Le saut mental de ceux qui nous ont précédés, il est à nu. Or, dans l'histoire de la littérature, il n'y a pas de hiérarchie. On a besoin, aujourd'hui, dans l'imprédictible, dans l'obscurité, l'opacité où on est, de travailler sur comment s'effectue ce saut mental. On pas faire l'économie de ce retour en arrière sur les moments de transition et de superposition. Et on n'a pas assez ouvert le travail. Pour moi, c'est là aussi où tout de suite, il y a des choses où, avec les amis, certains sont là dans cette salle, et c'est douloureux de ne pas être avec vous, se dire comment on enseigne avec ça, comment on raconte des histoires, comment on rend les textes vivants en les resituant dans ces histoires, l'histoire même de leur genèse. Fin du point 1. En quoi l'histoire récente de l'informatique est déjà une histoire. Il y a 5 ans, on pouvait demander encore à nos étudiants l'histoire de leur première connexion sur le web. Depuis 2 ans, c'est pas possible. Ils n'ont jamais connu ça. Prenez, de quand date la naissance du Gutenberg Project ? De quand date, par exemple, comme votre premier accès à vous-même à un ordinateur ? Et il était foutu comment ? Et on y stockait quoi ? Et c'était quoi les outils ? En tant que tel, aucune incidence. Mais prenez les choses, par exemple, l'arrivée de la DSL, prendre ces vieux fils de cuivre de 1920 et dire avec ça, tout d'un coup, on va multiplier la vitesse, simplement, ça ira un peu moins vite en montant qu'en descendant. Bon, ben ces choses-là, même sur ce genre de détails-là, regardez, prenez par exemple Facebook qui achète une boîte de drones et qui compte qu'avec 3000 drones avec batterie solaire, on couvre la totalité du monde. Simplement, ces petits drones avec batterie solaire, pardon du lapsus, on peut recevoir Internet, on ne peut pas émettre vers Internet. Et quand l'Inde refuse ça, c'est le même schéma logique qu'on avait déjà dans la DSL. Par exemple, un autre point, et la DSL, ça signifiait la fin des CD-ROM, etc. Un autre point qu'on a sans doute complètement minoré, c'est en quoi, par exemple, l'arrivée du multitâche sur nos ordis, sur Mac en 2004. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'un coup, que sur un écran, on ait plein de fenêtres, qu'on travaille en simultané. En quoi, par exemple, ça nous oblige à réviser le fait que la lecture a toujours été un écosystème ouvert. Oui, on lit avec le bruit du vent. Oui, on lit avec le petit passage qu'on lit à voix haute à la personne d'à côté. Oui, avec le petit carnet sur lequel on recopie. Et oui, etc., etc., etc. On a ça à travailler. La tablette, à quel moment ces trucs-là deviennent anthropomorphes ? Vous savez, les premiers iPads, et puis le passage à un truc beaucoup plus petit qu'on peut emmener dans le lit, et le passage à l'autonomie de ces appareils qui supposent qu'on n'ait plus besoin de lampe pour lire, et tout le rôle que la petite loupiote pour lire joue dans la symbolique de l'écriture ou de la peinture. Ça, c'est mon deuxième point. On est dans l'imprédictible, on nage en eau très bizarre, qui à chaque point sont complètement subordonnés à l'effet de masse ou l'effet de massue du politique qui est là, de l'économique qui est là, d'une normalisation mondiale, et puis les usines en Chine, et puis les terres rares, et puis commencer dans la tête de Jeff Bezos, etc., etc. Ça, oui, c'est nouveau. Mais pour l'appréhender comme tel, pour résister et inventer
avec ça, le traiter comme micro-histoire au présent. Pour chacun de nous, ça fait 10, 15, 25 ans. Moi, ça fait pile 25 ans que j'ai le nez sur un ordi. Mais déjà, mes machines à écrire avant, elles incluaient 3 minutes, fin du deuxième point. Arriver à reprendre l'histoire de l'écriture, non pas à partir de l'histoire dominante, en tout cas dans le système universitaire, je ne parle pas du secondaire qui est toujours plus tonique sur ces questions-là, puisqu'il se aux prises avec des choses plus corporellement plus lourdes, en quoi on a à reprendre une histoire de la littérature, non pas à partir de la forme par laquelle elle se manifeste à vous, mais par l'histoire des usages. On a des appuis, par exemple, très peu de gens se sont préoccupés de lire ce Hongrois qui écrivait en 4 langues, dont le français, qui s'appelle Willem Flusser, qui a fait un magnifique livre qui s'appelle Geste, le geste de photographier, le geste de filmer, le geste de chercher, etc., etc., etc. Je prends juste Flusser, non pas comme référence, mais comme appui, comme symbole. Prenez l'épistolaire. Madame de Sévigné, est-ce qu'elle écrit un livre? Non, elle écrit une lettre qui, aussitôt qu'elle l'a recopiée, d'abord parce que c'est pas soumis à la même censure que pour l'imprimer, c'est soumis à la lecture de la police, mais ce qu'on dit, c'est voilà ce que j'ai vu hier soir, voilà ce que j'ai entendu hier soir, voilà ce qui a été dit à tel endroit. C'est imparable. La lettre va vers sa fille, à peine elle l'a recopiée que son cousin rabutin en fait recopier 4 par des secrétaires rémunérés, et puis ces 4, etc., etc. On estime que quand la lettre parvient à sa fille à Grignan, la lettre a été recopiée 400 ou 600 fois. Ce principe-là de l'interaction, lire et écrire, il est constant. On en a des traces dans Rabelais, en cave de Lyon, sur le Rhône, Tarabin, Tarabat, bien équipé de papier, machin, et puis Ganivet, le petit canif pour tailler les plumes, etc. La question de le roman épistolaire est sans doute une forme tout à fait noble et pertinente. Simplement, quand je vois ça arriver dans le bac français, je me mords. L'épistolaire, il est simplement une concrétion dans le domaine de l'histoire littéraire de ce qui est né d'un usage où le lire, écrire, penser, se représenter le monde avait une figure provisoirement stable. Comment nous, dans ces usages, on arrive aujourd'hui à se forcer, nous, à dire tels sont les usages, dans leur pragmatique, là où ils incluent de l'écriture. Et c'est pour ça que pour moi, toutes ces questions du numérique ne peuvent pas être dissociées aujourd'hui d'un changement de curseur entre qui écrit, le statut de l'auteur, c'est le mot écrivain inventé au XVIIe siècle, ce statut symbolique qui est né plutôt par le théâtre ou le fric du théâtre au XIXe siècle et qui a structuré les sociétés d'auteurs, etc., voir les travaux de Roger Chartier là-dessus, et comment se lire écrire. Si on passe par l'écriture créative, c'est là où on retrouve une instance de nécessité. Toi, tu écris ce texte parce que, et ce texte a validité parce que voilà ce qu'il désigne. Et voilà pourquoi et comment il est beau. Et dans cette question, à partir de ce moment-là, on peut greffer. Qui a fait quoi? Qui faisait quoi? Rimbaud, il faisait quoi? Pourquoi Baudelaire, il voulait pas de table dans là où il habitait, dans la chambre où il habitait? Et on articule cette articulation. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire radicalement le saut, d'inclure l'écrire là où sont les usages, y compris ça, la vidéo et l'improvisation et la parole improvisée. Qu'est-ce que l'imprimer, sinon une projection dans une seule dimension, parce que techniquement on savait l'exprimer, de quelque chose qui, dans sa genèse, prenez la documentation de Flaubert, c'est le moment où il invitait ses copains pour lire le texte achevé à voix haute, prenez ses lectures, prenez les lettres que de chapitre en chapitre, chaque soir, après son temps d'écriture, de 22h à 1h du matin, il écrit pendant 1 heure. Cette articulation du lire-écrire, comment aujourd'hui la reconduire? Ça se passe dans la question des usages, ça implique d'en passer par la question du temps, du fractionnement. Est-ce qu'on perd? Il n'y a pas de raison, puisque ça a toujours été comme ça. Construire une description de la littérature, non pas selon son support, mais son usage. Point 4, il se résume en un seul mot, le mot
publication. Et comment, dans toujours un petit peu le même schéma, comment dans des périodes de stabilité, le processus qui rend public peut tout simplement devenir transparent, précisément parce qu'il est immobile. Pensez à ces félins et animaux qui ne distinguent et qui se mettent à voir que si en face ça trace. C'était quoi le système de publication stable? C'était le quotidien, le rôle de la presse, c'est le rôle du magazine et de l'hebdomadaire, autant d'Edgar Poe et comment se structure la littérature américaine. C'est un étage de diffusion différent, donc la critique qui s'installe là pour installer des principes de recommandation. Il faut que j'aille vite. Réapprendre la question de la publication, c'est dire en quoi, quand on publie aujourd'hui au quotidien, on procède exactement de la même symbolique lourde, et que le geste de publier n'a jamais eu rien de neutre. Donc travaillons-le dans le micro-terrain. Et c'est là où le numérique est magique, c'est-à-dire dans cet étage de mise en relation de ces publications qui nous appartiennent, dont on peut se saisir, comment, à l'envers, revisiter la littérature. Proust écrivait au quotidien, Kafka écrivait au quotidien, Léoto écrivait au quotidien, Maupassant écrivait au quotidien, le bel ami des chéris du bac français, là encore, excusez-moi, il ne faut pas que je me laisse aller, non, simplement, est-ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, un Maupassant chronologique, où la fiction vient comme ça, parce qu'on écrit de 22h30 à minuit, il y a le gars du Gaulois, le coursier du Gaulois qui passe, et puis un jour c'est une conversation, et puis un jour c'est un souvenir, et puis un jour c'est une prise de position, et le 4e jour, tchlac, voilà la fiction qui concentre tout ça. Dans le livre, on ne garde que les fictions. Ces outils-là, pour moi, ça c'est important et je m'en tiens là. Pour apprendre à travailler la publication, il n'y a pas à s'interroger sur la publication aujourd'hui. Il y a à prendre acte de comment nous prenons en main la publication. Révisons le corpus littéraire à partir du concept de publication qui, forcément, passait à l'as par est-ce qu'il existe les fleurs du mal ? Non, il n'a jamais existé de figure stable, close, qui s'appellerait Fleur du Mal. Fin du point. Comment c'est fichu un site et un blog? Où sont les éléments matériels? Où sont pas dispersés? Quand vous regardez vos emails, c'est quoi la base de données qu'on utilise dans votre ordi ou dans le serveur qui vous la provisionne? Comment ça marche dans un truc Facebook? Comment ça marche à ce moment-là aussi dans un livre imprimé, et ces notions qui sont extrêmement basiques, que dans notre jargon on va dire métadonnées, avec tous les enjeux considérables qu'il y a sur, vous savez, c'est évidemment big data et toutes ces choses-là, mais ce qu'on appelle smart data, c'est-à-dire comment nous-mêmes, quand nous éditorialisions un choix, comment quand on sélectionne et qu'on installe comme ça qu'on aménage une lecture sur nos sites ou dans l'improvisation parler d'un cours, on transforme cette espèce de masse profuse qui maintenant, dont l'accès est généralisé, dont l'accès est immédiat, en chemin qui peut s'individuer. Œuvre ouverte, ça veut dire qu'on peut la remodeler en permanence. Pour moi, c'est retour au point précédent, c'est-à-dire que les grandes œuvres, celles qui nous ont faites, ouvrez n'importe quelle montagne, et puis vous aurez A, B et C, selon ce qui a été rajouté dans les strates différentes de la graphie. Aujourd'hui, organiquement, ça nous permet de le travailler en continu. La structure comme ça, en petits livres linéaires, et puis l'impact économique, si tu publies pas un petit livre tous les 2 ans, mon gars, c'est foutu pour... etc., etc. Vous voyez, là, après, je m'en mêle, et puis je suis au-delà du temps. Puis vous êtes apte à le faire. Quel est l'impact complet de dire à quelqu'un, tu ne fabriques pas une œuvre, tu ne fabriques pas un livre, tu élabores une base de données, et dans cette base de données, quels sont les différents éléments d'accès privé, limités à l'ordi, limités à tel cercle ou communauté, ou lancés sur cet océan, et qu'est-ce que ça implique pour relire précisément, non
plus ce qui est livre, et puis vous savez par exemple ces espèces de choses bâtardes qui ont été des états de projection, livre augmenté, livre avec des petits... Non, on est passé dans une logique de projet, tous continuellement, dès l'écriture, dans vos carnets, il y a quoi? Et se lancer dans une écriture, c'est ce qu'on recopie, c'est les URL, c'est complètement transformé à l'image, et donc on sait travailler le temps et le récit. Mais par contre, le temps de l'image, est-ce qu'on a appris à le travailler en fonction du texte? Là, il y a des chantiers énorme. Et évidemment que non, il n'y a pas de conclusion. Évidemment que oui, il y a quand même des petits cailloux durs sur lesquels on peut poser les pieds. Qu'est-ce qu'on refait avec tout ça? On réapprend quelque chose qu'on n'avait pas eu besoin de visiter, c'est les paramètres les plus simples inclus dans, je reviens au mot geste, inclus dans le geste d'écrire. Dans écrire, il y a lire quoi, comment. Et puis il y a une histoire du bref, il y a une histoire de l'ultra bref, et on a des continents de littérature sur qu'est-ce que change au XVIIe siècle tout d'un coup d'être noyé dans une profusion par rapport aux sacro-saintes symboliques instituées. Mais revisiter quoi? Tout simplement que si on repasse aux tablettes d'argile, on va revisiter aussi qu'est-ce qu'est une page et comment qu'est-ce qui se passe, pourquoi une ligne d'abord s'enroule autour d'un pâton d'argile, et puis que quand ces trucs d'argile sont moulés, on élargit un corpus, mais que soudain vient le bord. Pas bien visible, oh là, ça va y être. Pascal Quignard, Petit traité, le tome 1. Vous savez, Quignard, c'est pas un fondu du iPhone, c'est pas un fondu de l'email, c'est pas un fondu de l'ordinateur, et je lui porte pas atteinte au Pascal en disant ça. Simplement, voilà pour moi le parangon, peut-être le plus haut, de comment en travaillant l'invention des paramètres du littéraire, à quel moment ça s'est mis à écrire de haut en bas et à s'ancrer sur le truc à gauche, et non pas en truc de tissage et du bas vers le haut comme on fait le tissu, et comment ça s'est petit à petit soit dissocié, soit normalisé. Comment on travaille aussi la lecture? Est-ce qu'on est sûr de le faire? Par exemple, qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'image là-dessus? Est-ce qu'on avait besoin, il y a encore quelques dizaines d'années, oui, sans doute dans votre monde des pédagogues, il y a des fous absolus, il y a toujours eu des fous absolus. Vous êtes un monde de fous absolus. Mais aujourd'hui, oui, c'est compliqué comment cette vibration comme ça de l'œil en permanence, quand elle est sur un écran avec des éléments d'information continue, la recomposition linéaire qui s'effectue avec ce tampon fixe 14 fois par seconde de cette image balayée, c'est pas la même chose de lire sur écran que de lire dans un livre. Regardez par exemple les gamins qu'on a en cours, nous, ces petits machins sont bâtis en 16:9 parce qu'ils sont faits pour vendre de la vidéo, et en même temps, nous on continue d'avoir notre projection verticale du livre pour installer comme ça des lignes de 70 caractères. Vous avez tous vu que vos gamins, quand ils tracent sur l'écran, ils écrivent des lignes de 160 ou 180 caractères avec un côté très déceptif parce que ça donne des textes très courts, et que nous on est incapable de mémoriser ou de synthétiser ce qui est signifiant dans une ligne de 160. Oh, j'arrête. Mais en même temps, pour moi, cette leçon, en ce moment, c'est là qu'on en est. Aborder l'ensemble, la globalité de ces éléments simples, retrouver dans chaque élément simple ce qui se joue d'histoire et de mémoire, ce qui se joue de gestes, de graphie, et ce qu'on va creuser, renverser, casser, fissurer, représenter avec ça. Mais en même temps, ça aussi, vous voyez, c'est comment les exemples comme ça se propagent. La représentation, elle est aussi multiple, saturante et aussi diffuse. Est-ce qu'on a besoin de l'écriture pour représenter, ou est-ce qu'on a besoin de l'écriture pour traiter, là encore, comme base de données, l'ensemble des micro-représentations qui constituent notre rapport au monde à chaque instant? Il faut qu'on entre ensemble dans ces micro-éléments simples. Je vous renouvelle mes excuses. Et croyez que c'est largement douloureux. Gare de Saint-Pierre-des-Corps, quand on voit que le TGV de 6h19 est sucré pour être remplacé par le TGV de 7h04 qui sera en retard.